Bonjour à tous ou rebonjour pour ceux qui étaient sur le stream ce matin évidemment. Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour un nouveau récap Ovalie. Ça fait très longtemps qu'on l'avait pas fait, on est très content de pouvoir retrouver un petit peu cette émission. On a pris des longues vacances, on a restructuré un petit peu tout ça, on en a discuté, on a fait des trucs jolis. Voilà, mais vous allez retrouver toujours la même essence de l'émission, c'est-à-dire de la bonne humeur, des débats et évidemment un acolyte, j'ai envie de dire, au poil avec Kenny qui a préparé cette émission d'une main de maître. Salut Damien, salut tout le monde. Main de maître, je sais pas. Main, oui, mais de maître, Ouais, bon bref, c'est un supporter Rajné, donc il n'y a rien de main de maître là-dedans. Voilà, ça commence, première émission de 2022, oula, je fais déraper. Ça commence à tacler directement sur AGM, et on n'en parlera pas trop aujourd'hui. on n'en parlera pas. Si, on va l'évoquer sur le deuxième sujet. Oui. Très rapidement, évidemment. Voilà, donc le programme aujourd'hui, c'est comme d'habitude, on change pas trop les émissions, c'est Kenny qui va vous le compter. Kenny, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On faiblit. Non, on va parler, top 14. On va commencer par le top 14 et Montpellier, c'est l'équipe en forme, de ce championnat actuellement. 7e victoire consécutive pour les Montpelliérains, ce week-end. On va se pencher là-dessus. Ensuite, on va parler, Pro D2 et Grenoble. Là, par contre, Grenoble qui est vraiment mal en point. Qui pointe à la 12e place. On va notamment parler du parcours à domicile des Isérois qui est peu reluisant. Et enfin, on va parler évidemment tournoi destination parce que dimanche, le tournoi version 2022 débute. Donc ce week-end avec samedi avec deux premiers matchs, les Bleus eux joueront demain contre l'Italie. On va se pencher sur la préparation du 15 de France et ensuite on finira par le récap transfert. Il y avait pas mal de choses là qui sont tombées, donc voilà, on va revenir un peu là-dessus. On a pris quelques infos, on les a pas toutes prises parce que si on les prenait toutes, je pense que le récap transfert prendrait trois quarts d'heure, littéralement. Exactement, il y a à boire et à manger dans ces infos. Ah oui. Tout ce qui est important, on l'a laissé. Ce qu'on n'a pas su juger, ou entre guillemets, qui est pas le plus important, eh ben, on vous le dira, mais rapidement. Kenny s'en chargera à la fin de vous Mmh. dire tout ça rapidement, parce que moi, je risque de déraper sur des bêtises qu'il a écrites dessous. Donc voilà, ça c'est pour les petites off, je sais que vous aimez bien. Donc n'hésitez pas, vous, surtout chez vous, à réagir si vous avez des questions, des questions, ou même voilà, des envies de dire, de débattre sur des sujets, et sur les sujets qu'on Mmh. vous propose ce soir, n'hésitez pas, cette émission c'est aussi la vôtre. Donc voilà, n'hésitez pas, et bienvenue à des nouveaux. Voilà, du coup, Kenny, je te propose qu'on rentre Oui. directement dans le vif du sujet. Ce week-end, pour te lancer, on n'attendait pas forcément cette victoire-là à l'extérieur. C'est la victoire de Montpellier. 7 à la suite, c'est bien mieux que dans Question pour un champion où c'est qu'un 4 à la suite. Là, c'est Complètement. 7 à la suite. Nadal! Non, ça c'est du tennis. Mais on pourrait en parler des heures aussi, mais non. Évidemment, on va parler de Montpellier qui réalise un 7 à la suite. Kenny, je te laisse nous présenter un petit peu voilà, ce petit sujet. Ouais, où va s'arrêter Montpellier franchement dans ce championnat? C'est la question qu'on peut se poser. Après des débuts, hein, qui étaient assez poussifs, plusieurs défaites dans le Money Time. On en avait parlé d'ailleurs, justement lors d'une émission de ce problème qu'avait Montpellier à finir les matchs. Et maintenant franchement on voit un Macher complètement, transformé, irrésistible. Preuve en est, la dernière défaite, de Montpellier en top 14 remonte à la 7e journée, il y a plus de 3 mois, c'était le 16 octobre. C'est pour vous dire, on a l'impression que c'était d'un autre temps. C'était face à Clermont à domicile, 22-20. Désormais, le MHR est sur une série de 7 victoires consécutives et cette équipe s'impose comme l'équipe à battre actuellement, chose que n'a même pas réussi à faire La Rochelle devant son public. La Rochelle qui est pourtant très solide à Marcel de Flandre. Là, voilà, les Rochelais pardon, sont tombés. La faute notamment à une performance majuscule de Cobus Reinhardt et ses coéquipiers. Certes, il y a eu la parenthèse européenne pour Montpellier qui n'a pas été très reluisante, qui a été assez contrastée. On a évidemment en mémoire les 90 points, 89 plus précisément, encaissés au Leinster. Certes, il y avait une victoire contre Exeter ensuite, mais voilà, malgré cette parenthèse européenne peu reluisante, les Sistes ont réussi
et ont su rester solides et ont su se remettre en mode top 14 où ils sont absolument irrésistibles. Montpellier est désormais 2e dauphin, hein, de l'UBB, à égalité de points avec Lyon, 44 points pour être précis. Et on peut poser une question, moi c'est la question que direct à laquelle j'ai pensé, donc le chat, et Damien, je te la pose à toi. Montpellier va-t-il réussir à se qualifier immédiatement pour les demi-finales? Parce que bah, clairement, le MHR en impose. Bah, ce qu'on peut dire, en tous les cas, même si c'est très dur de parler pour dans le futur parce qu'on n'a pas de boule de cristal et tout. Ce qu'on peut dire, c'est que Montpellier, en tout cas en ce moment, après des saisons galères, l'année dernière, on se rappelle quand même qu'il y a eu un staff qui a bougé, PSA qui avait pris le poste de manager mais qui ne le voulait pas, il était directeur sportif, ça lui allait très bien, Mm. il chapeautait tout ça de haut. Là, il est reparti, on va dire, remettre les crampons et se rapprocher du terrain. Au départ, il avait dit un intérim jusqu'à la fin de la saison et on bouge pas. Et puis après, on fera, on trouvera un nouveau staff. Franck Azema avait été approché. Ils étaient même en grand pourparlers. C'était très proche d'une arrivée de Franck Azema, l'actuel manager de Toulon. Ils étaient très proches d'avoir trouvé un accord. Au final, cette histoire a fini en autre boudin. PSA, je pense qu'il a aimé ce qu'il a vu. Il a aimé les joueurs qu'il a coaché et du coup ben, ça a fait juste quelque chose de simple, c'est qu'il a voulu garder le poste, il a restructuré son staff, il a gardé Olivier Azam, il a mis notamment l'arbitre Alexandre Ruiz dans le staff Mm. qui est un détail important tant on sait que la combativité et voilà, les valeurs de combat sont importantes dans cette équipe, donc éviter de prendre des pénalités dans les rugs tous les 4 matins, ce qui était un des grands défauts l'année dernière, et ben cette année on voit que c'est quand même assez limité. Et puis, évidemment, il y a ce phénomène, de 7 victoires à la suite, pas de défaite depuis octobre, c'est-à-dire que le groupe vit bien. Alors évidemment, on enlève ce match de Champions là où oui, Champions, oui, où Mm. bah, où ils ont pris une totale fessée. Mais là, C'est un accident. Moi, je mets ça sur la thèse de l'accident. Quand tu es sur une spirale comme ça positive et que tu prends 90 points sortis de nulle part, voilà. Après, est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est une faute? Est-ce que c'est une faute professionnelle? Voilà, oh, parce ils que ont totalement laissé. En plus, quand on regarde la ah, voilà, c'est composition, on se ça. dit pas ils vont prendre 80 points, mais ils les ont pris. Donc, mais donc c'est pas grave pour eux. Je pense que c'est pas ils s'en foutaient, mais en plus ils sont allés chercher la qualif, ils sont qualifiés. Il n'y a que Castres, on rappelle, qui s'est pas qualifié dans cette sombre Coupe d'Europe. Euh, Ça, on en a pas parlé. J'ai pas voulu faire d'émission la semaine dernière d'ailleurs. Voilà, petite parenthèse, parce que cette Coupe d'Europe, si j'en parle, je vais la détruire. On Donc, on en boycotte parlera la Coupe peut-être pour les d'Europe. phases finales, mais parce que pour moi, c'est quand même une parodie de Coupe d'Europe. Mmh. Mais Je suis voilà, du coup, d'accord. c'est 7 victoires d'affilée, ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas connu la défaite. Et là où c'est fort, c'est quand même, voilà, petite stat, c'est qu'ils ont fait tomber La Rochelle à La Rochelle. Il n'y avait que le Stade Toulousain qui avait réussi à faire ça depuis 30 mois. C'est-à-dire que voilà, c'est pour mettre en valeur justement la performance de ces Montpelliérains. Donc voilà, on sait que c'est toujours très dur de s'imposer à De Flandre, pardon. Mais Putain, voilà. Et mais puis, elle est incroyable ta stat. ouais, Ça, ouais. Et j'avais pas celle-là. Ah j'ai ouais. travaillé, monsieur. Et ce qui met encore plus de. Voilà, je parlais de combat tout à l'heure. Ce qui met encore plus, c'est la recrue Zach Mercer qui fait beaucoup parler de lui depuis le début de la saison. Et on le retrouve cette fois aussi dans un match où, ben, en gros, il a excellé avec pas moins de 25 courses ballon en main. Donc voilà, Mmh. il a fait avancer Pack. Il y a aussi De Vergy qui a été très bon devant. Enfin, ils ont vraiment eu une équipe complète sur. Tu dois te tromper parce que De Vergy, il est à Agen. C'est pas De Vergy, c'est qui? Pardon, Béconnier. Ouais, Bah, c'est ça? Béconnier, oui, Ouais, c'est Alexandre mieux. Béconnier, J'ai oui. lu De Vergy, mais sur un autre sujet. Euh, mais du coup, voilà, Alexandre Béconnier qui est même Mmh. un peu dans les discussions pour l'équipe de France en ce moment, mais qui n'a pas été appelé. Mais voilà, ils ont été très très bons. Et puis voilà, c'est une belle réussite. 4 victoires de suite à l'extérieur, c'est pas évident. Et s'ils s'imposent ce week-end lors de la J17, c'est ça, C'est ça. ils auront égalé leur série de 2016 où ils avaient gagné 8 rencontres d'affilée. Donc c'est aussi pour dire l'exploit. Et c'était la première fois que Montpellier s'imposait à La Rochelle, enfin contre La Rochelle, en top 14.
Donc voilà, Ah oui. c'était déjà arrivé en Pro D2, mais jamais en top 14 aussi, donc c'est une stat importante. Et pour répondre un peu à ta question, parce que du coup on a un peu divagué, mais est-ce qu'on les voit qualifiés en demi-finale? C'est compliqué, mais pour l'instant c'est quand même la troisième meilleure attaque, troisième meilleure défense. C'est des statistiques qui prouvent que quand même il y a de quoi faire dans cette équipe, surtout que les trois prochains matchs sont plutôt favorables au MHR parce que c'est euh, une réception de Pau, du coup qui est un peu entre deux eaux, entre jouer le maintien et jouer les 6. Ils sont encore dans cet entre-deux depuis la victoire de Clermont notamment ce week-end. Un déplacement à Brive qui joue le maintien et voilà, même si c'est pas facile de s'imposer à Brive, ça peut le faire, surtout dans la dynamique actuelle de Montpellier, et la réception du Stade français. Donc voilà, c'est plutôt trois candidats, enfin trois équipes où on peut voir une victoire du MHR dans une dynamique actuelle. Donc voilà, même s'ils en prennent que 2 sur 2, 2 sur 3, ça sera déjà pas mal. Et ils seront évidemment on va dire dans le moule de se qualifier pour les deux. Et en fin février, on sera déjà fixé et ils seront déjà sûrement avec ces trois victoires enfin ces trois matchs jusqu'à fin février. S'ils vont avec trois victoires, ils seront dans le top 2, ils seront bien fixés dans le top 2. Ouais, ouais, après, moi, pour répondre à la question, je m'auto-réponds. Franchement, ils sont surprenants. Je les attendais vraiment pas là. Le travail qu'a réussi à faire Philippe Saint-André, c'est assez bluffant. Après, je pense qu'il récupère, Philippe Saint-André récupère beaucoup de crédit. Un crédit qu'il avait, il faut l'avouer, quand même vraiment perdu, quand il avait été sélectionneur du 15 de France. Voilà, ça aurait pas été un bon mandat, ça aurait pas été un bon mandat, hein, si on peut pas faire machine arrière. Mais là, ce qu'il a réussi à faire, ouais, il avait récupéré le bateau, le navire était en train de chavirer, et puis même après, voilà, il y a eu des moments très, très difficiles. Moi, je me souviens, je repense encore à ce match, contre le Racing de la saison passée à domicile. Je couvrais ce match-là et c'est ça avait été vraiment un match où, en conférence de presse, voilà, on avait l'impression qu'il était arrivé à bout. Enfin, il était vraiment navré, vraiment déçu. Et là, ça contraste totalement avec le Montpellier qu'on voit là. Euh, Franchement, avec un Toulouse qui n'est pas super en forme dès qu'il n'y a plus les internationaux, et même quand ils sont encore là, ils sont pas super en forme. Aïe, c'est belle blague. Toulouse. Avec un Lyon qui, ben, on ne sait pas, l'interrogation Mignoni, ça on en parlera peut-être un moment dans le récap transfert, mais voilà. Et franchement, j'ai l'impression que là où il y a le plus de sérénité, là où on a un cadre le plus serein, ben, c'est à Montpellier. Et franchement, à l'heure actuelle, évidemment, on serait tenté de dire ouais, c'est bon, ah, ils vont se qualifier direct pour les demi-finales, ils sont inarrêtables et tout. Ils perdent à domicile ce week-end contre Pau, et puis là, on va tout remettre en question. Bon, c'est pour ça que la question, après, on y répond comme on veut, mais franchement, dans les quatre premiers, d'ici à la fin de la saison, là, oui. Et Là, je signais direct. surtout ce qu'on n'a pas signalé, ce qu'on a vu dans le classement, je peux vous le remettre si vous voulez, c'est qu'ils ont deux matchs en retard. Alors certes, c'est Exactement. pas les deux matchs les plus faciles, parce que c'est un déplacement à Toulon et une réception du Stade Toulousain. Donc c'est pas les parties les plus faciles. Ça se jouera fin mars, mi-mars et fin mars, je crois. Ils vont à Toulouse, hein. Ils vont à Toulouse? Ah, ils vont à Toulouse. Ils reçoivent Toulon, Ils reçoivent si Toulon, c'est ouais, l'un c'est ou ça. l'autre. Et C'est ça. mais du coup, voilà, c'est pas deux matchs faciles, mais au moins, voilà, ils sont à égalité de points avec Lyon qui a quand même tous ses matchs joués. Donc déjà, ça, niveau confiance, c'est plutôt important. Bah, tu peux Et faire puis, le trou, ouais, tu peux faire le trou au classement exactement, sur le. exactement. Bah, imaginons, ils gagnent ces deux matchs-là en retard avec 5 points chacun. Ils sont à égalité avec Bordeaux-Bègles. Bah, Bordeaux qui manque un match aussi. Donc c'est un peu compliqué. Le classement de top 14 n'est pas le plus lisible en ce moment. Non, Parce ouais, qu'il y a des matchs en retard. Toulon, il leur en manque 3 par exemple. C'est assez énorme. Euh, c'est ceux qui en d'ailleurs, c'est l'équipe qui a le plus de matchs en retard. ouais. Euh, mais voilà, du coup, c'est quand même assez important de signaler que voilà, ils ont quand même deux matchs en retard comparé à des équipes comme Lyon, où ils sont à égalité. Donc voilà, c'est vraiment de bon augure pour Montpellier, mais surtout, voilà, je trouve, par le côté structurel du club,
que ça passe. C'est-à-dire que le club est bien fait, il est bien géré. On le sent que ce soit dans de tout en haut de l'échelle à tout en bas, ça marche plutôt bien. Et c'est toujours important à noter, avec un recrutement un peu plus français aussi. Faut le noter, parce que on a Oui. vu souvent des Montpelliérains made in South Africa, et là, voilà, on retrouve un Ce Montpellier. Montpellier-là n'a pas marché, hein, Non, il n'a pas qu'on le dise marché. Il y clairement, avait des hein. promesses, mais qui n'ont jamais été tenues. Et là, on retrouve quand même, voilà, une patte un peu plus française, et c'est quand même assez plaisant à voir. Ils ont des très beaux maillots d'ailleurs, mais ça, c'est autre chose. Mais voilà, pour Faut Montpellier, en tout sportif. cas, c'est les bonnes nouvelles pour eux. Et puis, on va passer à la deuxième division. On va parler de moins bonnes nouvelles, on va pas se mentir. Mais juste avant ça, on va juste remercier Bouteille, alias Loïc, qui a lâché un petit prime. Et donc, merci à lui pour ça. Et n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, suivre la chaîne. Voilà, la petite pub, comme ça s'est passé. Toujours important, les coupures pub. Euh, Merci Loïc. voilà. Du coup, maintenant, on va passer à la Pro D2 avec un sujet sur Grenoble qui est en grande difficulté cette saison. Mais malheureusement, on peut pas dire que ce soit non plus tout à fait nouveau, parce que les saisons se suivent et se ressemblent malheureusement pour le SC Grenoble. Dans le dur la saison passée, mais sauvé par une deuxième partie de championnat en boulet de canon, les Grenoblois semblent encore plus mal en point cette saison. Malgré le succès mémorable à Bayonne la semaine passée, les Isérois se sont remis dans le dur en s'inclinant directement à domicile face à Rouen 15-14 dans un match un peu particulier avec l'hommage autour de Jordan Michalet, qui est un joueur de Grenoble auparavant, avant d'être un joueur de Rouen. Euh, c'est un concurrent direct, Rouen, dans le bas du tableau, endroit où les Grenoblois malheureusement ne sont pas censés être et se sont un peu enlisés ces derniers temps. Car après 19 journées, le FCG ne pointe qu'à la 12e place au classement, avec seulement 5 points d'avance sur le premier relégable, Bourg-en-Bresse, j'imagine. Euh, C'est ça. Bourg-en-Bresse, après il y a un peu de marge avec Narbonne, vous inquiétez pas. Voilà, il y a un petit peu 5 points d'avance du coup sur le premier relégable. La faute à un parcours à domicile chaotique, et encore, je pense que c'est un doux euphémisme, car Grenoble n'a remporté qu'un tiers de ses matchs au Stade des Alpes, 3 sur 9 donc. Euh, des victoires contre Agen, Narbonne et Mont-de-Marsan. Voilà, c'est ce qui nous a fait un peu sourire quand on a préparé l'émission, c'est quand on voit Mont-de-Marsan, comment ils déroulent et comment ils ont perdu avec une équipe plutôt correcte sur le papier. Mm. Donc voilà, c'était une belle victoire qu'ils avaient attrapée du côté du Stade des Alpes, les Grenoblois, mais c'est très compliqué avec seulement donc 3 victoires en 9 rencontres disputées à domicile. Alors que la fin de saison s'approche de plus en plus et s'annonce corsée, avec notamment des déplacements tendus chez les concurrents directs. Êtes-vous inquiet pour le futur Grenoblois? Je te pose cette question, Kenny, et je la pose évidemment au chat qui peut nous répondre s'il y a des amis grenoblois parmi vous. Comment ne pas être inquiet? Comment ne pas être inquiet? Parce que franchement, c'est vraiment, problématique. On avait tiré la sonnette d'alarme, avant le match contre Bayonne, et là, Grenoble fait une performance juste magistrale. J'ai vu des bribes du match, enfin c'est énorme, mais ils ont Ah, mais sorti c'est un des meilleurs matchs une de Pro énorme D2. partie. C'est un des Ah meilleurs oh, matchs de ah Pro oui, D2 de la ouais, saison. clairement, ouais, Et pour eux, c'est clairement parce le, que c'est leur meilleur match, mais c'est terrible justement de replonger directement mais c'est ça. après avoir fait ce bon résultat. On se dit peut-être nouvelle dynamique, ça repart, et puis pas du tout. C'est ça, tu te remets dans le dur contre Rouen qui n'est pas au mieux et puis bon, voilà franchement, les événements autour de Jordan Michalet qui plongent vraiment le club, là on est au-delà du sportif. Mais après voilà, Rouen qui a quand même, voilà, qui a quand même fait le match qu'il fallait à l'extérieur. Ouais, c'est inquiétant, et puis, on peut prendre le prochain match pour Grenoble, hein. Donc là, on a des matchs ce week-end, c'est juste des matchs en retard Ouais, qu'on a. tout à fait. Ils sont tous jeudi d'ailleurs, en Pro D2. Donc la prochaine journée sera le week-end prochain. Et Grenoble se déplace à Agen. Donc gros gros match en perspective pour les deux équipes dans le bas de tableau. Mais après, ce qui est dingue, c'est que tu l'as dit, Grenoble n'y arrive pas à domicile et c'est hors de ses bases que Grenoble arrive à se sauver, est arrivé à accrocher des résultats. Donc ils ont gagné à Bayonne, en début de saison ils gagnent à Vannes.
Voilà, il y a des performances intéressantes. Ils gagnent à Rouen. Le match aller, ils avaient gagné à Rouen, les Grenoblois. Euh, alors, je sais pas pourquoi. S'il y a un syndrome Stade des Alpes, bref, c'est assez bizarre. Voilà, pourtant, cette équipe il y a du potentiel, il y a des bons joueurs. Quand Il y vous a une voyez sacrée qualité. Ouais, quand vous voyez Ange Capozzo qui a été pris en équipe nationale d'Italie, pas chez les moins de 20, il est avec la squadra Azzurra. Donc voilà, il y a des bons joueurs comme Benito Massilevou, il y a des joueurs qui ont connu l'élite, comme Thomas Fortunel notamment, le buteur. Mais je comprends pas pourquoi cette équipe se retrouve là. Je comprenais déjà pas pourquoi elle se retrouvait à cet endroit l'année passée. Et je comprends pas. Cette équipe est incompréhensible parce que toute son année dernière est incompréhensible. La première partie, ils n'y arrivent pas du tout. La deuxième partie de saison, ils vous sortent un truc sorti derrière les fagots. On sait pas d'où est venu ce nouvel élan de confiance, d'où il venait. Il meurt en barrage contre Biarritz à Biarritz. Bon, c'était trop dur. Au moins, ils avaient eu un barrage, c'était le moins ce qu'ils pouvaient espérer. Mais là, là, je pense qu'ils peuvent dire adieu adieu au barrage et là, ce sera un maintien. Là, Bah, faut sauf parler s'ils se maintien. remobilisent comme l'année dernière et qu'ils finissent pareil, mais, Ah, là, c'est chaud. Là, tu as 11 journées mais le pour stade refaire des beaucoup de Alpes, il retard, est hein. clairement maudit, tu le disais. T'imagines que c'est la deuxième à Grenoble qu'on plaçait parmi les favoris au moins au top 6 pour la saison, Ah qui oui, paraissait être une équipe logique dans le top 6 en fin de saison, qui est tout simplement la deuxième pire équipe à domicile du championnat derrière Narbonne. Enfin, oui, derrière Narbonne. Alors que pourtant, c'est ça qui est un peu paradoxal dans cette équipe, c'est que à l'extérieur, c'est pas mauvais comme bilan comptable, c'est 3 victoires, 2 nuls en 10 déplacements. C'est loin d'être mauvais pour une équipe qui joue la montée, qui pourrait jouer la montée du moins. nul à C'est pas- Montauban nul à Montauban et j'ai perdu l'autre match nul. Mais le truc, c'est qu'ils arrivent à faire des résultats chez des gros. Ouais, bien sûr. C'est ça et on se rend compte que c'est bon, ils ont gagné le match aller contre Rouen, mais contre des concurrents directs, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas donc là, voilà, c'est pour ça, mais franchement, il faut parler du prochain match. Ce Agen-Grenoble, il va valoir, très, très cher pour les 2 équipes, aussi bien que pour Grenoble que pour Agen parce que, voilà, on faut pas faire de parenthèse sur Agen, mais les Agenais ne sont pas sortis non plus, ne sont pas non plus sortis d'affaires. Non. Mais d'ailleurs, Mais si on peut faire une petite, enfin un petit crochet par Agen, là il y a 2 semaines qui semblent être primordiales pour le SUA avec la réception de Vannes, si le match peut se jouer parce que le match avait été reporté pour des cas de Covid du côté d'Agen, et ben maintenant c'est du côté de Vannes, mmh, c'est l'effectif de Vannes qui est touché. Et puis bah, du coup la réception de Grenoble qui va pas se déplacer bah, pour rien faire quoi, qui va pas laisser la victoire facile à Grenoble, à la Agen. Donc voilà, pour Agen, ah oui, c'est oui, mais c'est fermons la ça et parenthèse, mais c'est deux matchs ultra importants. Et pour Grenoble, ben, faut aller chercher, ils ont une semaine pour se remobiliser, enfin 2 semaines d'entraînement pour se remobiliser, et pour aller à Agen avec l'intention de tout casser, parce qu'ils n'auront pas le choix, il faut qu'ils frappent fort à mmh. l'extérieur, mais surtout qu'ils confirment à domicile juste après. Mais par contre aussi, on voit le classement, voilà, Grenoble, Rouen, Agen, c'est assez serré, donc il faut savoir que Grenoble donc n'a pas de match en retard, donc ne va pas jouer. Mais par contre, Agen donc reçoit, Narbonne et Bourg-en-Bresse reçoivent aussi un match en retard. Donc tout ça, ça peut se resserrer. Si Agen, Narbonne et Bourg-en-Bresse gagnent leur match, le bas de tableau, ce sera Oui. ultra Après, je serré, vais pas te ça mentir, va je être pense que dingue. Narbonne, ils espèrent que Bourg-en-Bresse et Agen perdent. Parce qu'ils ont Oui, déjà 10 oui. points de retard sur Bourg-en-Bresse, donc Bah, moi, tu vois, c'est très compliqué du côté de Narbonne. à un moment de la saison, je voyais un duel à 3, mais finalement, on se rend compte, que Rouen n'est pas sorti d'affaire. Finalement, c'est Grenoble qui est dans le dur. Vannes réussit à s'en sortir un peu, voilà, Vannes est 9e, Non, non, mais ça va un peu je mieux. pense jusqu'à Béziers 11e, euh, ça va. Et ils peuvent plutôt regarder vers le haut que vers le bas. Après, il faudra évidemment pas de mauvaises séries et de mauvais concours de circonstances, mais
de Grenoble jusqu'à Narbonne, entre guillemets, ça joue le maintien. Si on devait les classer, entre guillemets, en deux parties, ce serait ça, parce que c'est quand même décroché, il y a un petit gap, quoi. Il y a 5 points, il y a 6 points d'écart entre les deux équipes et 4 points d'écart pardon, entre les deux équipes. Ouais, Mais c'est pour c'est ça. c'est quand même important de notifier ça, c'est que Béziers reçoit aussi. Voilà, c'est franchement les 4 équipes qui reçoivent, jeudi, c'est des équipes de bas de tableau, donc franchement, ça peut changer beaucoup de choses c'est ça, et je pense que les Grenoblois vont regarder leur télé, jeudi soir parce que faut qu'ils suivent cette situation de très, très près, hein. exactement. Mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est une situation horrible mais pour en revenir au cœur du sujet, quand ça se passe plutôt bien à l'extérieur et qu'à domicile, t'arrives pas à enquiller deux passes et Je que comprends, ouais, c'est vrai que c'est bizarre. c'est assez énigmatique comme situation et très peu C'est pas courant. c'est pas dû au public, hein, parce que voilà, on avait les jauges et tout, voilà, Non, oui, mais effectivement, c'est vrai que c'est c'est pas de l'excuse, puis ils s'en serviront jamais d'excuse de toute façon, non, mais ouais, c'est vrai, c'est franchement, c'est une énigme. C'est vraiment une énigme. Voilà, c'est surtout ce contraste, entre des résultats à domicile et des résultats à l'extérieur où, ouais, tu gagnes à Bayonne, tu fais un match héroïque et puis voilà, c'est dingue. c'est ça. Après avoir parlé assez rapidement de top 14 et de Pro D2, on va passer au sujet qui nous intéresse le plus forcément ce soir. C'est l'ouverture du tournoi Destination ce week-end QV 2022. Alors évidemment, on va parler de l'équipe de France, mais voilà, retour du tournoi Destination, on est très très content de ça. On sait que c'est des grands moments pour nous, amateurs de rugby. Mmh. On attend ça avec impatience chaque année. Ça et la tournée de novembre, on va dire, mais surtout le tournoi Destination parce que c'est un moment important. Et Kenny, je te laisse présenter tout ça. Ouais, ouais, donc début du tournoi, ce sera samedi. On débutera par un Irlande-Pays de Galles et par un alléchant Écosse-Angleterre. Celui-là, il me fait envie. Mais donc dimanche, 16h, le 15 de France qui débute son tournoi à domicile au Stade de France contre l'Italie. Donc on était resté sur une édition, 2021, bon, désespoir, mais finalement une deuxième place, un dernier match où les Bleus se sabordent face à l'Écosse. Mais cette année, franchement, les Bleus semblent s'affirmer dans la peau d'un cador pour ce tournoi. Il faut dire que voilà, la tournée d'automne a donné le plein de confiance pour les Bleus, notamment voilà, cette victoire fantastique contre la Nouvelle-Zélande. Donnée importante pour ce tournoi, on est sur une année paire, donc les Français reçoivent 3 fois Italie, Irlande, Angleterre. Donc le calendrier est favorable, d'où la Et question vous l'avez là, le suivante. calendrier d'ailleurs. C'est Exactement, fort, c'est fort. voilà, ça c'est bon ça. Ça, c'est fort, ça. Et d'où la question suivante. Mesdames et messieurs, Damien ici présent, un autre résultat qu'une victoire finale ou un grand chelem serait-il un échec pour le 15 de France? Est-ce que si on ramène pas la coupe à la maison, ça la fout mal, en d'autres termes? Exactement. Euh, Pour moi, c'est oui, clairement. c'est assez compliqué à dire. Euh, c'est assez compliqué à dire, mais je pense que c'est clairement dans le plan de marche de Fabien Galtier de gagner cette année. Grand chelem ou gagner, entre guillemets, on va le mettre de côté. Entre guillemets. Alors Grand Chelem, ça serait encore mieux, mais déjà, surtout que c'est vraiment favorable parce que, entre guillemets, battre l'Écosse en Écosse, on sait faire, ça a déjà été fait. Et on va au Principality pardon, Stadium de Cardiff contre des Gallois quand même bien diminués cette année et qui sont dans une méforme, enfin, qui ne ressemblent plus aux Gallois de l'édition précédente qui ont gagné le championnat, enfin le Six Nations, pardon. Ouais, alors oui, moi je me méfie des Gallois Mais il quand faut même, hein. toujours se méfier des Gallois, Il évidemment. faut quand même se rappeler que l'année dernière, ils font grand chelem alors que la première Autumn Nations Cup en automne 2020, ils étaient nuls, hein, clairement. Ouais, bien sûr, mais ça les transcende toujours le tournoi. C'est Ça fait partie de ces nations qui comptent beaucoup sur le tournoi. Mais clairement, en tout cas, l'encadrement du 15 de France fait tout pour mettre les joueurs en condition pour aller chercher cette victoire. Alors évidemment, c'est l'année paire, comme on l'a dit, trois réceptions, donc déjà, voilà, c'est normalement trois victoires. Enfin, c'est presque trois victoires obligatoires. Ça serait possiblement une finale à domicile contre l'Angleterre, ce qu'on espère tous en tout cas, que ah ce ça, c'est soit bon ça. une finale ou en tout cas un match pour la gagne, parce que c'est pas obligé que ce soit les Anglais qui nous pourchassent.
mais on arrive dans le costume de favori, et ça c'est certain, aux yeux de tous, que ce soit les médias britanniques, que ce soit les médias français. Ce tournoi à destination, il doit être pour la France, en tout cas, avec cette victoire contre la Nouvelle-Zélande en novembre dernier, on a placé un curseur assez haut, on a placé des attentes très hautes aux yeux des supporters que nous sommes et aux yeux de tout le monde, des médias et même des équipes adverses. Ça fait de plus en plus peur. On est dans une lancée depuis quand même bien un an et demi qui est plutôt favorable avec cette victoire, enfin cette défaite un peu intrigante lors de l'Autumn Nation Cup. Puis après, un plutôt bon tournoi où voilà, on rate un match, celui qu'il fallait pas rater, mais on finit très bien ce Six Nations. Puis après, une tournée réussie en Australie avec une victoire alors qu'on n'avait pas gagné depuis une trentaine d'années. Puis encore une fois, une tournée d'automne convaincante avec une victoire contre la Nouvelle-Zélande qui fait date et qui en a surpris plus d'un par l'intensité et par le jeu. Cette semaine, je vous conseille d'ailleurs, si vous voulez, sur YouTube, d'aller voir Destin Mêlé. Ce qu'on aime bien, nous, c'est que euh, Fabien Galtier se confie généralement. Et là, il y a l'extrait que tu as retweeté, Kenny, sur ton Twitter. C'est Ouais. l'extrait où notre sélectionneur national indique que les entraînements, alors c'est une donnée statistique bien propre au rugby et bien propre à eux, mais ils estiment que dans un match, c'est 116 mètres à la minute, entre 113 et 116, je crois, et qu'aux 112 et entraînements, ils 116. s'entraînent à 140 mètres à la minute, en gros, et le général, ou en tout cas l'homme de l'armée lui demande, mais du coup, par des délais plus courts. Et il lui explique que non, pas du tout, Non. sur des mêmes délais, parce qu'on s'entraîne plus dur que pour les matchs, pour qu'évidemment les joueurs soient prêts à encaisser les chocs pour les matchs. Et je trouve que c'est une philosophie ultra motivante et ultra logique, entre guillemets. Quand on est prêt à pire, ça paraît tout de suite plus simple, et ça se voit, on a des joueurs décomplexés euh, qui semblent pas être carbo au bout de 20 minutes comme on a pu voir dans des générations précédentes. Après, il y a un autre facteur, on l'entend partout, mais on a une génération de moins de 20 qui est en train d'éclater aux yeux du grand public. On les voit tous. Tous les week-ends en top 14, ils ont du temps de jeu en top 14. Et après, du coup, ils ont de l'expérience, ce qui change beaucoup des autres années. Et du coup, ils mûrissent plus tôt. Et puis déjà, ils ont du talent plein les pieds et plein les mains. Donc voilà, on a quand même une belle génération, on a des joueurs en confiance qui évoluent tous dans des clubs qui marchent. Et puis voilà, on a une liste aussi qui commence à s'établir. C'est un sujet important, c'est qu'on a une liste qui commence à s'établir. Ça commence plus à aller faire des recherches. Fabien Galtier, il a dit lui-même en présentant ce tournoi, il a dit il n'y aura pas d'expérimentation ce tournoi-là. Ça va être, voilà, on va être proche d'une équipe qu'on verra à la Coupe du Monde, hein. Maintenant, il n'y aura plus beaucoup de déplacements. 2023, c'est demain. Euh, et du coup, il reste deux tournois, une tournée d'automne, une tournée d'automne, les matchs de novembre. Et donc, il reste plus beaucoup de matchs entre guillemets Une tournée d'été, là, cet été, pour aussi. préparer, voilà, et plus la tournée d'été évidemment. Donc, ça fait pas non plus 10 000 matchs pour préparer. On sait que, voilà, on a marqué les esprits contre la Nouvelle-Zélande. Et je pense que cette fois, il faut le marquer en gagnant le tournoi. Et si possible depuis le Grand Chelem, mais surtout, il y a autre chose qui rentre en compte, c'est que ça fait 11 ans, 12 ans même d'ailleurs, qu'on n'a Oui, rien fait. 12 ans. Qu'on n'a rien fait dans le tournoi depuis 2010. On n'a pas gagné. Donc c'est une attente historique déjà, parce qu'on n'avait jamais gagné, on n'avait jamais eu de disette aussi longue. Mais donc là, ça devient important avec la génération, avec les résultats. Tout le monde s'attend à une victoire parce que tout le monde l'attend, et il y a une pression du coup qui peut être grande, mais j'ai l'impression qu'ils la gèrent quand même plutôt bien les joueurs. Ouais, après pour moi, juste une petite parenthèse, juste avant l'émission, j'ai regardé l'épisode, Destin Mêlé, comme ça Destin Mêlé, ouais. qu'ils appellent l'émission. C'est ça. Vraiment cool. Franchement, c'était pas mal. Fermeture de la parenthèse. Alors pour moi, comme je l'ai dit, un autre résultat, qu'une victoire finale en Grand Chelem, ce serait un échec. Hem, Après, par contre, juste, voilà, c'est vrai que j'ai c'est pas, que j'ai pas répondu à cette question. L'échec, je trouve que, alors, on l'a mis exprès, évidemment. On a mis exprès ce mot. C'est un mot qui est très fort. Ça serait pas un échec, ça serait une contre-performance certainement. Mais disons que la victoire finale, c'est clairement l'objectif
attendu cette Bah, saison, quoi. ouais, mais le truc, c'est que si tu finis encore deuxième, tu fais la même chose que l'année dernière. Et Dieu sait qu'il s'en est passé pourtant des choses en 2021 entre les 2 tournois. Et finalement, ça aurait servi à rien et tu es au même point, en fait. Bah, après C'est ça ça qui serait ça vraiment dépend des décevant, en fait. circonstances. Ça dépend des circonstances aussi, Il si, faut la s'affranchir France des circonstances. fait 2e et que en gros, ils perdent à la dernière minute face à une valeureuse équipe d'Angleterre et que, voilà, ça s'est joué d'un rien sur un fil, bon, voilà, ça arrive, c'est des défaites, à ce niveau-là, il suffit d'un détail pour que ça coince. Hem, mais, si on gagne même «sans la manière» entre guillemets, de toute façon, on sait que l'équipe de France, elle a retrouvé de l'allant dans le jeu, elle nous fera plaisir, ça c'est moi j'en suis convaincu. Et face Oui, à oui. l'Italie, par contre, attention, faut pas faire d'excès de confiance. On a déjà connu des premiers matchs contre l'Italie où on s'est dit on va les poutrer, on s'est mis un peu en difficulté. Donc voilà, faut quand même faire pas attention parce que normalement on est quand même largement supérieur. Mais quand même, contre l'Italie, il va falloir bien entrer dans ce tournoi pour se mettre en confiance pour de suite après recevoir l'Irlande le week-end d'après, avoir une pause d'une semaine. Et donc ces deux réceptions déjà elles donneront le ton du tournoi et elles mettront Ouais. sûrement en confiance les joueurs qui ont quand même un vécu commun et ça, c'est ce que recherchait Fabien Galtier et c'est très important. Ouais, pour moi, le match de ce tournoi, il est peut-être là, en fait. C'est peut-être Le le match contre France-Irlande. l'Irlande. Ouais, pour moi, c'est pour moi le France-Irlande parce que moi, l'Irlande me paraît, bien plus en forme que l'Angleterre. En ce moment, en Angleterre, c'est surtout une jeune génération qui est en train de percer avec des gars comme, j'ai perdu les noms, mais bon, en tête, Marcus Smith, l'arrière, Stewart, qui est très bon aussi, il y a Cameron Red non, ça c'est un Écossais, il y a un demi-de-mêlée aussi, un demi-de-mêlée, un jeune demi-de-mêlée, ce demi-mêlée de Sale, mais j'ai oublié son nom. Pour les du côté anglais, c'est plus une nouvelle génération, mais c'est l'Irlande qui me fait le plus peur. Oui, Mais moi après aussi, voilà, c'est clairement le numéro 2. mais le truc, Enfin, mais c'est comme je te dis, si en fait, si on perd un match, finalement, on va faire le même résultat que l'année dernière et enfin, ouais, c'est cool. Avant, on a eu les défaites encourageantes, maintenant, il faudrait arrêter d'avoir les deuxièmes places encourageantes, quoi. Maintenant, bah, du coup, avec une il défaite encourageante. il f Euh, il faut ouais, l'année dernière, la défaite contre, je sais pas si tu te souviens de la défaite contre l'Écosse, mais bon, enfin ça, ouais, elle est on pas a eu une encourageante celle-là. Elle était, bah, c'était on pas. avait surjoué. Pour moi, C'était on un avait mauvais match, surjoué c'était un là. mauvais match. Mais c'est ce que je disais contre l'Italie, il faudra surtout pas ça, c'est-à-dire pas surjouer parce que sinon on Le peut vite cadre se perdre dans vouloir faire. Mais le cadre de jeu semble quand même très fixé, il a l'air très attaché à ça, Fabien Galtier. Et donc je suis pas trop inquiet sur le mmh. cadre de jeu, comme on l'appelle. Bah, ouais, après le cadre du dernier match l'année dernière contre l'Écosse, c'est qu'il fallait un nombre de points et tout. En fait, il fallait poutrer les Écossais, puis on a trop joué et puis les Écossais nous ont eu à notre propre jeu. Heu, mais voilà, non, pour moi, il faut gagner. Franchement, il faut gagner, si cette équipe de France veut vraiment envoyer un dernier message fort, il faut gagner ce tournoi. Fin de dernier, mais ça Là il là restera un tournoi là derrière. Mais ouais, mais on le sait que tournoi le derrière tournoi le tournoi devant la Coupe du Monde, il nous réussit pas. Enfin, quand il nous réussit pas, c'est que c'est de bon augure. Euh, oui, 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 c'est pas faux, mais voilà, le tour l'année prochaine, tu auras 3 déplacements, ce sera donc forcément un peu plus compliqué, même si l'année dernière, on a eu 3 déplacements et puis on était tout proche de l'emporter. Mais ouais, non, voilà, franchement, il faut une victoire. Cette équipe nous a tellement montré de belles choses. Je sais pas si c'est comme si tu voyais un plat qui a l'air super bon, tu le bouffes, il est dégueulasse. Ah voilà. ouais, oui, C'est c'est. voilà, c'est tu veux après voilà, on a tellement été déçus au passé par cette équipe de France. Après, c'est vrai qu'on a rarement été déçus profondément déçus, pour le moment sous l'ère Galtier. Ah non, clairement pas. Voilà, On est plutôt peut-être emballé. la plus grosse déception, pour moi, c'est des matchs contre l'Écosse. Donc attention aussi au 3e match, lors de la 3e journée en Écosse. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est le match Heu, pas qui m'inquiète le plus, mais entre guillemets, si on a deux victoires à ce moment-là et qu'on prend celui de l'Écosse, je me sentirais très bien. ah ben, Euh, il y a 2 ans, on s'est poutré sur le tournoi en Écosse, hein. Bah, c'est pour ça, On s'est on avec s'est la on s'est droite de man on Momo s'est Awas, évidemment. Euh, exactement, on s'est mangé clean et d'ailleurs les Écossais savent comment nous faire dégoupiller, que ce Exactement. Moi, je soit trouve que c'est une des mentalement ou équipes. dans le jeu, hein.
C'est des équipes, c'est une des équipes qui peut nous mettre le plus en difficulté. Alors pas par le talent individuel, parce que là, sur ça, on est au-dessus, mais on est au-dessus quasiment de toutes les nations, je pense. Mais sur, voilà, Oui. sur je sais pas, l'atmosphère qu'il y a là-bas, il y a plein de choses en Écosse qui peut nous faire perdre. Non, mais Voilà. c'est Donc à l'abnégation, Murrayfield, le c'est toujours, courage. C'est la force de caractère de cette équipe. Les exactement. Écossais, c'est quand même très solide mentalement. Ça lâche jamais rien. Ça a un schéma de jeu là aussi à s'arrêter, mais qu'est-ce que ça tape! Ça a des joueurs, ça a des joueurs pour ça, quoi. L'Écosse, c'est vraiment les joueurs qui vont bien avec, le style de jeu de cette équipe et ça fait et puis ça tourne vraiment bien. Après voilà, on a été déçus, qu'est-ce que doivent penser les supporters écossais qui ont une sacrée équipe mais qui font jamais mieux que troisième lors du tournoi, donc bon. Oui, c'est Voilà, sûr. ça peut marcher pour d'autres équipes aussi, Et du coup, donc voilà, attention quand même. le tournoi destination qui commence ce week-end. Voilà, on l'attend chaque année. Il est là. On est le 6 février pour le premier match de l'équipe de France, donc le 5 février évidemment pour les autres matchs. Ce sera l'après-midi. Alors, euh, on peut pas vous le confirmer aujourd'hui, mais c'est possible. Mais ça se reconfirmera à la dernière minute qu'on live le match. Euh, c'est possible. On peut pas vous le confirmer, Mmh. sur un malentendu, on peut être en live le dimanche à 15h30, quoi. Oh, Euh, sur malentendu, ça peut passer. exactement. Comme Mais dirait, donc voilà, pour ça, suivez-moi sur les réseaux. Je vous mettrai si oui ou non on le fait. Et puis voilà, on va espérer vite. Dans tous les cas, on va encourager la France, que ce soit ensemble ou dans nos télés respectives. On sera pour les Bleus. Puis on va espérer une issue favorable à ce tournoi. Et puis de toute façon, on en reparlera évidemment la semaine prochaine avec un débrief complet du match. Et ce sera évidemment l'événement principal de la saison, de la semaine prochaine dans le récap Ovalie. Il n'y a aucun doute là-dessus. et surtout, espérons que ce tournoi se déroule bien, Ah sans ouais. retour de jauge, sans covid, sans parce que attention, ce n'est pas C'est vrai, sûr, tu, hein. tu as raison, j'y ai pensé plusieurs fois, puis je me suis pas dit est-ce qu'on le dit ou est-ce qu'on le dit pas, parce que ça, on s'en Ouais, mais fout, si, ça fait si, mais partie. Mais vaut c'est mieux vrai qu'il le faut, dire. il faut croiser les doigts pour que ce tournoi se passe dans les meilleures circonstances, et Oui, que si on gagne le tournoi, surtout, il n'y ait pas une équipe qui a été touchée, genre l'Angleterre ou un truc comme ça, pour rabaisser un petit peu le niveau de notre victoire. Voilà, si on doit gagner, j'aimerais c'est pas que faux. ce soit une victoire voilà, quoi, j'ai une expression qui finit par de l'art, dans les règles Dans de les l'art. règles de l'art. Beh, Exactement. en fait, faut mettre 40 points d'écart à toutes les équipes. Non, mais là, c'est utopique. C'est utopique, mais qu'on gagne et que voilà, ce soit fait avec la manière contre les meilleures équipes Mmh, adverses. oui. Il peut toujours manquer un joueur, ça peut arriver. Mais voilà, Le match contre contre la les meilleures Nouvelle-Zélande équipes. le match contre la Nouvelle-Zélande, faut le faire 5 fois. Voilà. Non, 3 fois. Ah si, 3 ouais, 3 fois, ouais. 3 seulement? Ouais, les Gallois, on peut être un peu en dessous et je pense que ça Ah mais peut passer. alors non, non, non. Alors on va faire une petite parenthèse sur le Pays de Galles. Moi, je me méfie du Pays de Galles. Non, mais faut s'en Parce méfier. que le Pays de Galles, c'est comme Grenoble. Ils sont vraiment Ah bah, ça va, du imprévisibles. coup, ils vont perdre à domicile. Oui. Ah oui, oui, oui. Mais bon, ouais, mais Je- franchement, je me méfie des Gallois, donc il faut quand même rappeler qu'ils sont tenants du titre, Non, bien sûr. quand même. Mais Rappelons quand sur le même papier, que le il Pays de Galles semble un se peu présente comme amoindri quand même. ouais, ouais, c'est vrai. Ils seront d'ailleurs privés de leur talonneur et capitaine Ken Owens qui a été opéré, je sais plus où est-ce qu'il est blessé, mais c'est une grave blessure et il est absent durant tout le tournoi. Après, c'est vrai que voilà, ça aussi, ça peut un peu nous aider. Il y a certaines équipes qui sont privées de maîtres à jouer. L'Angleterre sera privée de Owen Farrell durant tout le tournoi. Attention à Marcus Smith. Heu, l'Italie, bon voilà, l'Italie, Il c'est sera une privé équipe de qui est talent, vraiment l'Italie, ouais, tout à fait. ouais. Ah putain, aucun respect. Ouais, mais attention, moi j'ai envie de voir Ange Capozzo quand même, ce que ça peut donner. Ouais, je sais pas s'il va jouer, mais c'est vrai que Hem, c'est le petit côté cool oh de si, il va l'Italie jouer. cette saison. Oh, les petits cracks comme ça, l'Italie, ils sont obligés de les faire jouer. Tu as un gars qui est bourré de talent, De tu toute veux pas façon, qu'il quand ils passe les au bout. naturalisent et qu'ils les appellent sitôt, c'est pour les faire jouer parce qu'ils en ont besoin. Ça, C'est ça c'est une donc et certitude. d'ailleurs pour l'Italie, espérons que Sergio Parisse puisse enfin avoir une sortie. C'est le moment ou jamais d'ailleurs, cet après-midi, il était au Super Moscato Show et il était invité. Il espère pouvoir faire son retour, mais bon, il vient à peine de revenir à la compétition, dimanche là. Ah, il va avoir un Heu, dernier match, c'est certain.
Ouais, voilà, faut franchement qu'il ait un dernier match parce qu'il cherche le dernier match depuis la coupe du monde 2019. Il Donc il mérite, ouais, mais après il y a eu le Covid et tout, il mérite d'avoir sa sortie dans le stade olympique à mais Rome, oui, voilà, mais oui. devant les 60 000 personnes ou La 80 sortie à 000. la 70e là, après un gros match de sa part, Exactement. ça doit être dingue. Mais voilà, l'Irlande, bon, l'Irlande, au bout de 2 matchs, ils seront privés de Sexton parce qu'il aura pris encore trop de KO. Aïe, il a dit les Enfin, termes. ouais, non, mais voilà, il me semble qu'il y a un joueur qui est blessé côté irlandais. Non, je sais plus s'ils avaient été privés d'un joueur. Mais voilà, essayer peut-être aussi de profiter, voilà, de ces quelques absences qu'il y a en face pour réaliser un bon tournoi. Mais c'est vrai que franchement, on a envie, on a hâte, on a encore plus hâte que l'année dernière, plus hâte que 2020. Voilà, il s'est tellement passé de choses en 2021, tu l'as dit, avec la tournée en Australie, avec cette tournée et tout. Franchement, cette équipe, on a déjà qu'en 2021, on s'avançait comme sérieux candidat. Il s'est passé tellement de choses positives pour le Ouais, groupe France c'est en positif 2021 surtout, ouais. que on a réussi à encore élever le curseur. Il faut l'élever au niveau du résultat aussi. Exactement. Et du coup, on suivra ça évidemment attentivement ce week-end et on se retrouvera dans tous les cas mardi pour en parler mardi prochain. Mais attention, l'émission n'est pas terminée. Il reste votre petite partie de transfert. Si vous ne suivez pas l'actualité au jour le jour du rugby, surtout au niveau des mercatos, des prolongations, des départs, et ben, on va vous faire un petit récap en quelques minutes des 10 plus grosses infos. Et puis après, en pêle-mêle, les petites infos que vous aurez pu aussi louper mais qui n'ont pas forcément retenu toute notre attention. Donc on vous les dit juste comme ça de prime abord. Mais Kenny, je te laisse commencer. Alors Oui, évidemment, on va parler du sujet qui est, enfin, du transfert qui est un petit peu marqué ces derniers jours dans le rugby. Alors évidemment, quand on parle de ballon ovale, il y a eu une grosse annonce aujourd'hui, mais c'est pas la retraite de Tom Brady parce que c'est pas le bon sport. Mais c'est ouais. le départ de Léo Colli, la pépite montoise, qui part du coup de Mont-de-Marsan vers le MHR. Ouais, exactement. Très, très actif sur le marché des transferts à Montpellier. Encore un nouveau gros coup. Selon RMC Sport, le MHR devrait compter dans ses rangs la saison prochaine. Le demi de mêlée de Mont-de-Marsan, Léo Colli, 22 ans, international U20, meilleur marqueur et réalisateur de la Pro D2 cette saison, parce qu'il est en train de littéralement marcher sur le championnat. Il était très courtisé, notamment par Toulon. À noter que, mais donc finalement, Colli aurait choisi l'Hérault, et à noter que c'est un transfert dans le pur sens du terme. Donc Montpellier va devoir payer des indemnités à Mont-de-Marsan parce que Colli était engagé avec Mont-de-Marsan jusqu'en 2025. Donc des indemnités qui devraient avoisiner les 500 000 euros selon RMC Sport. Donc voilà, Montpellier devrait s'offrir Léo Colli. Voilà, bon, c'est une information publiée par RMC Sport, validée par Midi Olympique. Donc quand les deux sont d'accord, Sont généralement, d'accord? Oui. on peut être quasiment certain qu'il ait déjà regardé le location du côté de l'Hérault, Léo Colli. Du côté de La Rochelle, ça bouge aussi avec le départ du deuxième ligne, Mathieu Tanguy, qui a choisi comme nouveau point d'arrivée la RAD et Toulon pour poursuivre sa carrière. Le joueur de 25 ans a signé un contrat de 3 ans avec l'actuel avant-dernier de top 14. Ça fait toujours mal à dire que Toulon est avant-dernier. Ce sera Ouais. peut-être un sujet des semaines à venir. Présent à La Rochelle depuis 2014, il a joué 118 matchs pour 5 essais inscrits. Pardon. Voilà, un départ aussi comblé par de nombreuses arrivées du côté de La Rochelle. Et Toulon qui continue un recrutement assez massif pour l'année prochaine sous la direction du manager Franck Azema. Et à Clermont, ancien club de Franck Azema, là, on assure le futur. Ouais, exactement. Peu à son avantage cette saison. En témoigne notamment la défaite ce week-end à Pau. Clermont a quand même réalisé un bon coup en prolongeant 7 joueurs. Le pilier Georgie Beria, 22 ans, le talonneur Johan Beregaray, le troisième ligne Lucas Desaigne, le centre Apisai Nakalevu, l'ailier Marvin O'Connor qui est arrivé en cours de saison, le deuxième ligne Thibault Lanen et l'arrière Cher Tiberghien.
Tiberghien et Lanen ont prolongé pour 2 saisons, tandis que pour 3 saisons, pardon, tandis que tous les autres renommés ont prolongé, eux, pour 2 saisons. Donc voilà, bonne opération pour Clermont qui essaie d'assurer un peu l'avenir et on fait la même chose à Biarritz. Exactement, donc entre les démêlés avec, la mairie de Biarritz et les Ouf. problèmes de coupure d'eau chaude, le président Aldigier arrive à quand même à officialiser quelques prolongations, 4 pour être plus précis. 2 ont prolongé pour 2 ans. Joe Jonas, l'arrière de 21 ans, et le pilier Guy Millard de 29 ans. Le deuxième ligne, Johan Aluyewat, 29 ans, et le talonneur Bastien Souris ont quant à eux prolongé pour 3 saisons, tandis que l'ailier Steve Barry s'inscrit dans la durée aussi, avec une durée qui court désormais jusqu'en 2026. Et à Bordeaux, on fidélise aussi un de ces cadres qui devrait, qui est parti pour rester jusqu'à sa retraite, quoi. Ouais, sauf qu'on est à Brive, on n'est pas à Bordeaux. J'ai dit Bordeaux? Bah Brive. Ouais, On n'est pas ouais. loin, c'est un derby. Après, Irech a le niveau pour aller à Bordeaux, hein, donc franchement, ce serait pas déconnant. Mais bien sûr, je viens de le dire avec, Saïd Irech, 36 ans, bah, la belle histoire entre le jeu à Brive ne semble pas, être arrivé à son épilogue parce que selon les informations d'RMC Sport, le troisième ligne pourrait bel et bien prolonger, de nouveau son contrat avec le club corrézien pour encore une saison, supplémentaire. Un souhait du joueur, mais également du club qui veut conserver voilà un peu le symbole briviste, Irech qui est présent au club depuis 2012, après des passages notamment au Stade français ou encore à Aurillac. Donc voilà, normalement, on devrait avoir une saison pardon, supplémentaire pour Irech. Ça devrait être officialisé peut-être dans les prochains jours. Et en Pro D2 aussi, on s'active sur les prolongations à Nevers, qui verrouille 3 cadres actuellement en milieu de tableau de Pro D2. Nevers a annoncé la prolongation de 3 de ses joueurs. Il s'agit du pilier expérimenté Jordan Seneca, 30 ans, du centre Léonard Paris, 27 ans, et de l'ailier Christian Ambadiang, 25 ans. Les 2 premiers ont signé pour 2 saisons, tandis qu'Ambadiang a prolongé, lui, pour 3 saisons dans le club nivernais. Et à Bourg-en-Bresse, on essaie de trouver des solutions pour l'opération maintien. Ouais, effectivement et ben, un renfort de poids quand même pour Ambresse, pour Bourg-en-Bresse avant-dernier de Pro D2, le club de Lens qui a recruté, l'international italien Joshua Furno, 32 ans, 37 sélections avec, la squadra azzurra. Le deuxième ligne arrive en tant que joker, médical, lui qui a fait pas mal de clubs, hein. Il est passé par les Zèbres, Newcastle ou encore, Narbonne et la saison, passée Furno évoluait à Biarritz. Donc il a connu la montée avec les Biarros. Dans le club d'Agen, on retrouve un peu de sérénité depuis l'arrivée de Bernard Gouta à la tête du club. En difficulté en Pro D2, le SUA continue de prolonger ses joueurs après Vincent Faré pardon, ou encore Timilai Rokoduru. C'est le pilier Walter Demaison, le deuxième ligne William Demotte et le centre Henri Sloan qui ont décidé de poursuivre l'aventure dans le Lot-et-Garonne. Ils sont désormais liés au club jusqu'en 2024. Et on file, à l'étranger et bah, ça, c'est un peu surprenant quand j'ai vu ça, mais Jamie Roberts, hein, le centre gallois, 35 ans, 92 sélections avec, le 15 du Poireau, va découvrir l'hémisphère sud. Roberts a signé avec, la province australienne des Waratahs pour la saison prochaine, donc il va découvrir le Super Rugby, Pacifique. Un choix qui est notamment, lié à des raisons, personnelles et familiales. Voilà, il attend un heureux événement, Jamie Roberts, et il va s'exiler en Australie. Donc voilà, le joueur de passer par le Racing et évoluer à Newport. Il a fait peu, ça n'a pas été flamboyant son passage chez les Dragons. Donc voilà, et on pourra suivre Jamie Roberts chez les Waratahs qui étaient vraiment mal en point la saison passée. Voilà, et voilà, une fin de carrière pour Matt Guito, l'Australien de 39 ans, 103 sélections. Euh, ah non, ce n'est pas fini, pardon, je sais pas lire, c'est plus grave. Ce n'est pas fini, alors qu'on pensait justement qu'il allait prendre sa retraite à 39 ans. Non, il repart pour une saison supplémentaire. L'ancien joueur du RCT va rejouer avec les Guiltinis de Los Angeles, si je le dis bien, Oui, en c'est ça. Major League Rugby, donc ce championnat un petit peu à la mode des mercenaires, des néo-retraités, club avec lequel il a été champion la saison passée, mais cette fois c'est sûr, c'est la dernière à assurer le Wallaby. Euh,
peut-on le croire quand on aime autant le rugby que lui. Mais en tout cas, voilà, il va assurer un petit peu le show du côté des US. On sait que les Américains sont fans de ça. C'est une star internationale. Et donc, il va faire une saison supplémentaire, la dernière selon ses dires. Et puis, dans l'actualité des transferts, ce n'est pas tout. Ça, c'était un peu les grosses infos de la semaine. Euh, et Kenny il va vous mettre en pot pourri, entre guillemets, toutes les prolongations et tous les derniers Mmh. transferts voilà, qu'on n'a pas parlé, mais qui existent dans le milieu du rugby. Ouais, exactement, au Loup, Jonathan Pélissier qui a prolongé son contrat, le demi de mêlée avec le club, rhodanien. Il y a quand même un dossier à Lyon, c'est, Pierre Mignoni qui pourrait quitter le club et qui apparemment, ça c'est tombé, dans la journée, on l'aurait peut-être confirmé à ses dirigeants qu'il quitterait bel et bien le club à la fin de la saison. Donc, voilà, ça devrait peut-être être terminé entre Mignoni et le Loup. Il veut pas faire la saison de Heu trop. Ouais, c'est ça, personnellement, il a déjà fait. Deux ou Des, trois. Xavier Garbajosa et Warren Gatland sont des noms qui circulent pour prendre la succession de Mignoni. Warren Gatland à Bordeaux, à Lyon, moi, perso, ça me tente très bien. Ensuite, Facundo Isa qui est en balance entre Toulon et Bordeaux, l'UBB qui aimerait bien enrôler l'Argentin, Toulon qui essaie de faire le forcing. Si tu hésites, Coco, va jouer au milieu, il y a Toulouse. C'est à mi-chemin, c'est parfait. L'UBB qui a trouvé un joker médical à la mêlée pour notamment pallier l'absence de Jules Gimbert et de James Hart qui, aussitôt arrivé, était déjà reparti. Donc, c'est demi-mêlée de Narbonne, Christopher Kaiser. Toulouse qui continue à prolonger ses cadres. Voici, c'est Peato Movaca qui a prolongé avec les champions de France et d'Europe en titre. Grégory Fichten qui a prolongé à Montpellier alors qu'il est en convalescence d'une rupture des ligaments croisés. Jérémy Fernandez qui prolonge dans un sombre club appelé le Castres Olympique. Je retiens. Euh, Je retiens, je retiens. Très grand joueur, Jérémy Fernandez, une pépite de demi de mêlée et puis, il est qui pas mal. arrive à maturité pile au moment où Cocotte annonce sa retraite, donc c'est parfait. C'est Voilà une ça. gestion de club parfaite. C'est ça, exactement, c'est bien joué, c'est bien joué. Perpignan qui prolonge, plusieurs joueurs, notamment dont Seiliala, Lam ou encore Tristan, Laboutelet. Senio Toloefa, là cette fois-ci on est passé en Pro D2. Senio, Toloefa qui pourrait être de retour à Nevers. Une prolongation à Aurillac, il s'agit du Géorgien Mikhail Alania. Colomiers qui a verrouillé un jeune de ses espoirs assez prometteur, 19 ans seulement, Louis Descou. Le demi-ouverture de Mont-de-Marsan, Thomas Bell, le demi-ouverture anglais qui quitte les Landes pour rejoindre Trévise. Christian Labitte qui pourrait continuer l'aventure à Carcassonne. Ça aurait pu être sa dernière saison vu la saison passée qui était plus glorieuse, mais finalement, Carcassonne qui est sixième de Pro D2 cette saison, ça donne envie de prolonger. Donc, Ouais, voilà, et Christian surtout, il Labitte a qui obtenu pourrait. les garanties de la mairie d'avoir des infrastructures pardon, dignes de ce nom, parce qu'il s'en était plein. Il a dit s'il n'y a pas d'amélioration, je ne resterai pas. Et apparemment, il a eu un accord de la mairie du club, donc c'est aussi important parce qu'il a dit quand même, on est dans une belle position en Pro D2, mais on vit avec des moyens dignes de clubs d'honneur, quoi. Donc Ah, voilà. Et il a tapé il du poing avait, sur il la avait table, il fait lâché ça. les termes et donc il a mis la pression à la mairie qui semble avoir cédé. Eh ben, c'est bien joué, ça a marché, ça a marché. Bayonne qui continue à recruter du lourd et qui prospecte plusieurs joueurs de top 14, notamment, Yvan, Reilhac, donc intéressant. Attention à Bayonne si ça remonte, hein, parce que franchement le mercato bayonnais est pas mal avec notamment Camille Lopez, hein, ça a été officialisé. Vannes qui signe un joker médical uruguayen à la personne de Nicolas, Freitas. Le frère Jaminet, Kylian Jaminet, qui est le plus âgé des deux, lui qui prolonge à Nevers. L'international argentin Lucio Sordoni qui pourrait aller à Mont-de-Marsan. Affaire à suivre, ça pourrait être une bonne recrue pour le Stade Montois. Et Attends, moi enfin, j'aimerais savoir pourquoi il a raison d'aller à Mont-de-Marsan. Parce que il me semble que tu as mis une annotation qui me fait beaucoup rire. Du coup, j'aimerais que tu la dises quand même, parce que j'en ai alors, laissé passer certaines, mais celle-là, je suis un petit peu obligé. je vous dis ce que j'ai mis véritablement dans ce pêle-mêle. Donc j'ai mis Lucio Sordoni qui pourrait aller à Mont-de-Marsan.
Il a raison, c'est cool. Soirée d'intégration lors des fêtes de la Madeleine, rien de tel. Ah, mais c'est Voilà, voilà. Moi, je trouve que c'est les valeurs de l'Ovalie, il fallait c'est le les valeurs mettre. de l'Ovalie. Il arrive début juillet pour la normalement, c'est vers cette période-là qu'ils arrivent, Ben, ils sont en en contrat à juin. partir du 1er juillet. Ah bon, bah, attends. Après le truc, c'est que, en fin juillet, ils sont déjà dans la préparation intensive, donc bon. Ouais, mais la Madeleine, ça, ils sont obligés d'y aller. Ouais, ouais, ça tu raison, tu fais une exception, donc voilà, on pourrait croiser, Sordoni à la Madeleine, moi je suis chaud. Et enfin, à l'étranger, Nathan Hughes qui quitte, Bristol et qui arrive, avec effet immédiat à Bath, qui est, dernier du championnat, anglais et qui a bien besoin de l'ancien, enfin de l'international anglais pour se refaire une santé parce que c'est assez difficile en ce moment. Voilà Voilà pour tout. les transferts, voilà pour l'émission. Finalement, on va presque se quitter là-dessus. Moi, ce que je propose, c'est qu'on se dise au revoir là-dessus. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir suivis. N'hésitez pas, du coup, à vous abonner à la chaîne, à voilà, faire ce que vous voulez, aux réseaux sociaux aussi, de Kenny et de moi-même. Oui, monsieur. C'est quoi le planning, de la semaine, là, sur la chaîne, Ah, Twitch, d'Agnès je le lis Soulier, pas, là? mais je le connais très bien. Déjà, vous l'avez dans le chat, normalement, le planning, vous pouvez aller le Mmh. retrouver facilement. Mais en plus, eh ben, on se retrouve demain et après-demain avec ce monsieur qui est à côté de moi voilà, pour un peu de Formule 1 et le jeu F1 2021 où on va encore se déchaîner avec ce traître de Kenny Ramoussin qui est parti rejoindre Ferrari. Euh, voilà, et vendredi, de toute façon, vous avez Kenny de toute façon jusqu'à la fin de la semaine maintenant. Parce que vendredi, Oui, à 9h30, il sera chez moi, ici dans le studio, et on se retrouvera pour continuer notre carrière sur Rugby 22, ce jeu qui est sorti jeudi dernier, et auquel je joue beaucoup. Vous pouvez me voir en stream fréquemment là-dessus depuis le début de la semaine. Et du coup, ben voilà, on se retrouvera vendredi de 9h30 à 13h à peu près, voilà, sur Rugby 22. Merci à tous pour cette émission, merci de nous avoir suivis, merci Kenny. avec plaisir. La VOD sera disponible très rapidement sur YouTube d'ici demain matin, normalement. Demain, en fin de matinée, elle y sera. Voilà, je vous remercie tous de nous avoir suivis. Bye bye et à la semaine prochaine pour un nouveau Récap Ovalie.